Quand on pense au cinéma américain, on pense à Hollywood bien sûr, mais on pense aussi à New York. On ne compte plus le nombre de films basant leur récit dans cette cité unique. Au fil des décennies, elle a été utilisée dans tous les contextes possibles et imaginables. Elle est une scène à ciel ouvert dans West Side Story, ravagée par les zombies dans Je suis une légende et par la nature dans Le jour d'après. Elle est une prison géante dans New York 1997, une terre d'accueil pour les aliens dans Men in Black. C'est très aimable à vous. Y a pas de quoi. Elle est un terrain de jeu idéal pour Hitchcock, Scorsese, Spielberg, mais aussi pour de trop nombreuses comédies romantiques, comédies tout court, films de super-héros, polars, films de gangsters. Bref, vous l'aurez compris, c'est la ville américaine la plus représentée au cinéma. La ville, baptisée la Nouvelle Angoulême à sa découverte, s'est construite sur les cendres de différents conflits. Les origines de la guerre de Hollande dans les années 1600, le grand incendie dans les années 1700, la guerre civile à la fin du 19e siècle, la prohibition dans les années 20, la crise économique des années 30, la guerre du Vietnam, la lutte pour l'égalité, les attentats. C'est une ville qui a connu bon nombre d'épisodes sanglants. On peut ressentir l'histoire qui l'habite à travers ses quartiers multiculturels, son architecture qui évolue au fil des décennies, et ses lumières qui lui offrent un paysage nocturne unique au monde. Et c'est également pour tout ça qu'elle est aussi mise en avant au cinéma. Je me vois encore étant enfant, enfermé dans ma barre d'immeuble, sur ma petite télé cathodique, tentant d'échapper à ma propre réalité devant des films comme Spider-Man, Le Parrain, Die Hard 3, SOS Fantôme. Pour moi, New York n'était qu'une cité imaginaire, qui nourrissait ma curiosité pour le 7e art. C'était un lieu qui décorait nos maisons, qu'on utilisait pour des publicités, et qui servait de toile de fond à de très nombreuses séries, bien entendu. Listen, I want to apologize about Chandler, though. I just did not see this coming. New York is awesome! Je ne pouvais pas considérer ce lieu comme réel, et pourtant une fois sur place, tout m'a paru familier. La ville a tellement nourri le cinéma, et le cinéma m'a tellement nourri, que je m'y suis senti chez moi. Chaque avenue, chaque monument, chaque bruit me rappelait un souvenir, comme si j'avais vécu ici avec tous les personnages que j'ai adorés, et qui ont eux aussi arpenté la ville. C'est pour ça qu'au début je ne voulais pas y aller, j'avais peur de perdre cette magie. Je voulais que l'image que j'avais de cette ville soit intacte et ne reste que fiction. Mais dès qu'on y est, c'est l'évidence. New York, c'est le cinéma américain, et c'est ce que je vais tenter de vous faire comprendre dans cette vidéo. Généralement, quand un film se passe à New York, on a toujours une scène dans une petite ruelle sombre, la nuit, un peu humide. Eh bien, il faut savoir que ce genre de ruelles à New York, elles sont très rares, et que si vous voyez une scène qui se déroule dans ce genre de ruelle, soit c'est tourné ici, soit c'est pas tourné à New York. Cortlandt Alley est en effet une des rares ruelles de New York où le tournage est autorisé. Voilà pourquoi elle est souvent choisie pour créer cette illusion d'un New York sombre et emblématique. Les décorateurs vont très souvent salir la rue plus que ce qu'elle ne l'est, l'assombrir volontairement et lui donner cet aspect dangereux. Mais il s'agit bien d'une version fictive de New York. On associe la ville à ces ruelles sombres alors qu'elle n'en possède que très peu. Beaucoup de ces ruelles que vous voyez dans les films proviennent d'autres villes, Chicago notamment, et même Montréal. Car oui, Montréal est très souvent utilisé par certains films pour simuler l'environnement de différentes villes américaines. Chicago, Détroit, Boston et surtout New York. Beaucoup de rues de la ville francophone vont donner l'illusion d'un New York plus vrai que nature, notamment grâce à une architecture similaire à certains endroits, et aussi grâce aux différents décorateurs qui vont rendre le tout plus vrai que nature. Un exemple tout récent avec le dernier film Scream, qui a implanté une entrée de métro new-yorkais en plein Montréal. Cela va permettre un vrai gain de coût pour les productions, car tourner à Montréal coûte bien moins cher que de tourner à New York. Mais Montréal va aussi servir de toile de fond pour simuler l'Europe d'antan. En effet, le charme unique de son vieux quartier permet de donner l'illusion d'une rue berlinoise dans Benjamin Button, ou encore de Paris dans X-Men Day of Future Past. Mais assez parlé du Québec, c'est quand même une vidéo sur New York à la base. Et quoi de mieux que de se mettre dans le bain avec un des spots les plus touristiques de la ville, Times Square.
Plus de 350 000 personnes traversent Times Square chaque jour. Il est un des quartiers les plus populaires au monde, et pourtant le film Vanilla Sky, sorti en 2001, est le premier film à avoir bénéficié d'une autorisation pour privatiser le lieu un dimanche matin pendant 3 heures, et le vider totalement afin d'y faire courir à toute vitesse notre cher Tom Cruise. On retrouve également un Times Square désert dans Je suis une légende. La place, qui fait office de spot publicitaire géant, est totalement représentative de l'excès américain. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça beau, objectivement ça ne l'est pas. Mais j'ai compris pourquoi bon nombre de films y venaient tourner leurs scènes emblématiques, et les blockbusters américains ne s'en sont pas privés. Mais s'il y a bien dans un film où Times Square m'a marqué, c'est dans Taxi Driver de Martin Scorsese. Sorti en 1976, le film suit le parcours de Travis, ancien combattant devenu chauffeur de taxi. Le personnage va succomber à la noirceur de la ville, à sa décadence, à sa violence. Et le voyant déambuler tous les soirs en taxi dans un New York crasseux, on peut y voir une souris prise au piège dans cet énorme labyrinthe urbain. Car oui, à l'époque, Times Square n'avait rien de touristique. Dans les années 70, le quartier est un des plus dangereux de la ville. Scorsese est un enfant de New York. Il a grandi dans le quartier de Little Italy et il va faire de la ville son obsession. Au fil des décennies, il va filmer New York dans une dizaine de films et en faire un personnage à part entière. Dans Mean Street, sorti avant Taxi Driver, il concentre son récit dans son quartier natal de Little Italy. Le film fait office aujourd'hui de véritable document d'archives sur un New York qui n'existe plus, et dans un quartier qui n'existe quasiment plus. Dans Gang of New York, il revient à l'origine de la ville, à sa création dans le sang et la violence. À la fin des années 1800, le quartier des Five Points était le cœur d'un New York multiculturel, où les gangs régnaient en maître et où les problèmes se réglaient dans la rue à coups de hachoir. Une époque où la corruption était omniprésente et où New York offrait un environnement très différent, qui bien sûr a totalement disparu depuis. Et donc ici on est au cœur de ce qu'était le quartier des Five Points. On peut voir maintenant que ça a bien changé et que c'est bien plus animé. Et donc on est maintenant entre Wall Street et Chinatown. Dirigeons-nous maintenant vers un autre lieu emblématique de New York, Central Park. Un espace vert de plus de 341 hectares au cœur de Manhattan qui a inspiré bon nombre de réalisateurs. Certains lieux précis vont souvent apparaître dans différentes productions. Le Bow Bridge, dont la construction date de 1842 et qui offre un cadre typique du parc naturel américain. On y verra beaucoup de personnages dans beaucoup de films le traverser. Et Peter Parker s'y prend le vent du siècle dans Spider-Man 3 par exemple. It's not working. You and me. Ouais. La Bethesda Terrace, sans doute le lieu le plus populaire du parc. Il n'est généralement qu'un lieu de passage dans des films très souvent moyens, la plupart du temps des comédies romantiques. Mais il a quand même le droit à son heure de gloire dans John Wick 2, dans une scène finale où le temps s'arrête, littéralement. Jonathan. Winston. Central Park est une anomalie, et c'est ce qui lui confère ce charme unique. Profiter d'un parc aussi immense au beau milieu d'une zone ultra urbanisée, ça offre un contraste assez saisissant. Le parc est d'ailleurs entouré de musées. Le fameux Met, le plus grand musée d'art des États-Unis, le Guggenheim et son architecture unique, qui a le droit à son heure de gloire dans le premier Men in Black, et sans oublier bien sûr le musée d'histoire naturelle. Il a la particularité d'avoir été agrandi avec le temps et donc d'être divisé par plusieurs bâtiments très différents les uns des autres, mais qui se rejoignent de l'intérieur. L'aile ouest est la première partie qui fut construite dans un style néo-gothique à la fin du 19e siècle. C'était à la base l'entrée principale du musée, avant que la seconde partie, la désormais mythique entrée en arc de triomphe, ne soit construite à la fin des années 30. C'est cette façade qu'on en aperçoit le plus dans les productions hollywoodiennes, notamment dans La Nuit au musée, avec ce fameux hall qui abrite un T-Rex géant et la statue de cire de Theodore Roosevelt. L'entrée nord, elle, ressemble à une sorte de termitière géante et accueille le centre d'innovation et de recherche. Et l'entrée est, consacrée à la conquête spatiale, laisse apparaître le planétarium. Une façade visible dans Men in Black 2 notamment.
Dans le même esprit, il y a également la bibliothèque publique de New York, autre bâtiment mythique de la ville fondé en 1895. On l'aperçoit dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, où on y apprend qu'un Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dom Toretto passe devant de manière ultra déterminée, mais malheureusement pas pour emprunter un livre. Dans Fast and Furious 8, elle est en ruine dans Le secret de la planète des singes, elle abrite le fantôme d'une ancienne bibliothécaire dans SOS Fantôme, et elle fait office de refuge dans Le jour d'après, réalisé par Roland Emmerich. Et terminant en beauté les bâtiments historiques de Manhattan avec le Grand Central Terminal, la gare de New York. Elle a pris part à bon nombre de grands moments dans le cinéma américain, et il est vrai que son architecture permet une mise en scène dynamique et inspirante. Elle abrite toute une civilisation dans un de ses casiers dans Men in Black 2. Qui es-tu, étranger? J. Gloire à J! Gloire à J! Oh, J, c'est ici! Oh, bienveillant J, gardien de la nuit. Viens là. Bah quoi? Elle fait partie de l'imaginaire des protagonistes dans Eternal Sunshine de Michel Gondry. Elle se transforme en salle de bal géante dans Fisher King de Terry Gilliam. Elle est le repère du duc de New York dans New York 1997 de John Carpenter. Michael Bay l'a fait exploser dans Armageddon. Forcément, c'est Michael Bay. On la retrouve en décor animé dans le premier Madagascar. Et elle est au cœur du conflit dans le premier Avengers, qui vont défendre la Terre contre les aliens à l'intérieur du bâtiment, mais surtout à l'extérieur, nous offrant un divertissement à toute épreuve. Vous l'aurez compris, le bâtiment est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes du cinéma. Il fonctionne tout autant dans un univers de science-fiction que dans une comédie musicale ou encore de l'animation. Mais s'il y a bien dans un film où la gare est sublimée par la mise en scène, ça reste dans L'Impasse de Brian De Palma. Toute la force de cette séquence va résulter de la manière dont De Palma se sert de l'environnement pour augmenter la tension. Il utilise ce véritable labyrinthe géant pour nous tenir en haleine jusqu'au bout, jusqu'à nous offrir l'espoir d'un échappatoire pour le personnage de Carlito, interprété par Al Pacino, mais aucun espoir n'est permis dans le cinéma de Brian De Palma. Et cette fin amère vient conclure une des courses-poursuites les plus incroyables du cinéma américain. Faisons maintenant une petite halte dans un lieu fort sympathique destiné aux amoureux du cinéma, le musée des images animées. Situé dans le Queens, il permet de comprendre les techniques de fabrication d'un produit culturel animé, que ce soit le cinéma bien sûr, en images réelles ou en animation, mais aussi la télévision et les jeux vidéo. C'est un musée ultra intéressant dans la mesure où il permet de comprendre les rouages du 7e art, mais aussi de les mettre en pratique. Vous allez pouvoir monter vos propres séquences d'effets spéciaux, ajouter de la musique, enregistrer des dialogues, et même faire du stop motion. Ici, dans le musée des images animées, on peut justement animer soi-même son court-métrage en stop motion. Et d'ailleurs, je suis en train de finir le mien, donc on va finir ensemble. Alors c'est tout simple, vous avez des objets comme ça et vous partez sur l'écran et vous enregistrez image par image. Pas mal. C'est cet aspect ultra interactif qui lui offre toute sa singularité, bien qu'il abrite aussi bon nombre de reliques dédiées à l'image animée. Il faut dire qu'après tout ça, on commence à avoir faim. Et s'il y a une adresse à retenir à New York, c'est bien le Katz Delicatessen. Vous y mangerez les meilleurs sandwichs au pastrami de la ville, pas mal de vedettes y sont essayées, mais en plus de ça, il s'agit d'un lieu de tournage à part entière, qui a accueilli des films comme La nuit nous appartient, Donnie Brasco, et bien sûr quand Harry rencontre Sally. D'ailleurs, le restaurant vous indique à quelle table la scène a été jouée, afin que vous puissiez avoir la chance d'y manger, et pourquoi pas reproduire la séquence entre Meg Ryan et Billy Crystal. Mais enfin, je vous le conseille pas. Yes! Yes! Oh, yes!
I'll have what she's having. Maintenant que j'ai bien mangé, il faut éliminer tout ça. Il faut que je trouve l'endroit parfait pour perdre des calories. J'en connais un, mais il ne se trouve pas à New York. Oh puis tant pis, je vous y amène quand même. L'escalier qui se trouve devant l'entrée sud du musée d'art de Philadelphie est sans doute un des plus connus du cinéma américain. Un certain Rocky l'a arpenté pendant plus de 4 décennies. Quand le boxeur monte ses marches, il y a toute une symbolique. Quand il parvient à atteindre le sommet, c'est qu'il est prêt à démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Comprendre ce qu'est l'estime de soi, réaliser son rêve de remporter le titre, se battre contre sa propre vanité, passer le flambeau, et même plusieurs fois. Comme vous le savez, je suis un très grand fan de Sylvester Stallone. Je lui ai consacré une de mes plus belles vidéos, et je me devais de faire le déplacement pour avoir l'immense chance de voir ces marches de mes propres yeux et de pouvoir les gravir. Alors non, je ne l'ai pas fait en courant. J'avais un petit déjeuner toujours bien présent dans l'estomac, et surtout je voulais prendre le temps de les monter, d'apprécier ce moment surréaliste. Parce que oui, ce ne sont que des marches, dans une ville plutôt craignos. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. Quand j'étais gamin, ces marches représentaient pour moi un idéal inatteignable. Une métaphore de la réussite que je ne pourrais jamais vraiment toucher du doigt. Ce lieu n'a vécu que dans ma télévision. Il m'a fait frissonner, il m'a motivé, il m'a aidé dans les moments difficiles. Et pouvoir le découvrir avec mes propres yeux, le sentir sous mes pieds, ce fut une expérience incroyablement impactante. J'ai pu à mon tour admirer cette vue iconique, et j'ai pu enfin me dire à moi-même que oui, c'était pas gagné, mais que je m'en suis pas trop mal sorti finalement. Tu sais que si tu regardes bien, tu peux voir toute ta vie d'ici. Bon mais puisqu'on en est à parler d'escaliers au cinéma, retournons à New York, dans le Bronx plus précisément, pour voir de plus près les escaliers qu'arpente le Joker dans le film du même nom sorti en 2019 et réalisé par Todd Phillips. Au moment où nous avons tourné, les marches étaient surplombées par un échafaudage, et elles étaient repeintes. Ce qui est assez cocasse puisque le chef décorateur du film Joker avait à la base choisi des marches situées à Manhattan, avant qu'il ne se ravise car elles avaient également été réaménagées avec de la peinture et des fleurs. Ça le força à arrêter son choix sur les marches de Shakespeare Avenue, qui à l'époque du tournage était bien plus terne et bien plus sale. Parce que oui, Joker, c'est le désespoir. Et les décors du film nous racontent ce désespoir. Arthur monte ses marches comme une épreuve qui n'en finit plus. Elle représente son existence, qu'il subit dans un premier temps, mais qu'il finit par prendre en main. Quand il devient le Joker, ces marches, cette vie, ne lui font plus peur. Il a le contrôle et compte bien semer le chaos. D'ailleurs, on est en droit de se demander pourquoi les créateurs des comic books ont pour la plupart concentré leur récit à New York. Spider-Man, les 4 Fantastiques, Captain America, Daredevil, Luke Cage, et j'en passe bien sûr, ils sont tous des New-Yorkais avant d'être des super-héros. Même les villes fictives sont soit représentées, soit inspirées par New York. Metropolis dans le Superman de Richard Donner, Gotham, un terme qui, il y a très longtemps, était un surnom de la ville de New York, et qui a été utilisé comme décor au cinéma dans Joker, on vient de le voir, et dans la trilogie Dark Knight. Déjà, il faut savoir que la plupart des créateurs de ces personnages viennent de New York. C'est une ville qui a été privilégiée par Stan Lee par exemple, parce que c'est une ville qu'il connaissait par cœur. Et c'était donc plus simple pour lui de faire évoluer ses personnages dans un environnement familier. Naturellement, les films adaptés de ces comic books ont suivi cette tendance, et la plupart se déroulent à New York. Spider-Man, un des premiers gros succès de Marvel au cinéma, a permis à la ville de connaître un second souffle, le film étant sorti quelques mois seulement après le 11 septembre. D'ailleurs, un teaser et une affiche mettant en avant les tours jumelles seront supprimés de la communication, et c'est ce que feront beaucoup de films hollywoodiens après les événements tragiques du 11 septembre. Supprimer purement et simplement les tours jumelles de l'environnement new-yorkais pour éviter de faire revivre ce traumatisme aux Américains qui sont venus en salle pour se changer les idées. Car oui, il y a un avant et un après 11 septembre, dans les mentalités, dans le monde en général, et dans le cinéma américain. On a eu le droit à énormément de films post-11 septembre qui ont évoqué frontalement ou métaphoriquement ces événements tragiques. Mais il y a surtout eu un changement drastique dans la manière d'intégrer New York et les villes américaines en général au cinéma. La guerre des mondes de Steven Spielberg, sorti en 2005, est une analogie du 11 septembre, et illustre parfaitement le changement de mentalité en ce qui concerne le divertissement aux États-Unis. Car si les Américains s'amusent à voir le pays être démoli à Hollywood depuis plusieurs décennies, après le 11 septembre, c'est une toute autre paire de manches. La peur devient bien réelle devant ces mouvements de foule, et la destruction de masse a quelque chose de beaucoup moins fun. Mais sans transition aucune, dirigeons-nous vers plus de légèreté et traversons ensemble les ponts de New York.
Des structures impressionnantes et magnifiquement ingénieuses qui vont souvent être mises à l'honneur sur grand écran. Le pont de Queensboro, construit au début du XXe siècle, arbore une architecture assez menaçante je trouve. Et c'est peut-être pour ça qu'il va servir à gérer des conflits majeurs dans de nombreux films. Il est très souvent traversé par des véhicules en pleine course-poursuite. Dans The Dark Knight Rises, il constitue la seule frontière entre l'armée et les habitants de Gotham, pris en otage par Bane et sa bande. Al Pacino et Johnny Depp le traversent dans Donnie Brasco, Sacha Baron Cohen veut y sauter dans The Dictator, mais il est surtout le théâtre d'un des plus grands affrontements super-héroïques entre Spider-Man et le Bouffon Vert dans le film de Sam Raimi. Le héros ayant la lourde tâche de choisir entre sauver celle qu'il aime ou les innocents du téléphérique. Téléphérique qui existe vraiment d'ailleurs et que j'ai pu prendre et c'est plutôt cool à faire. Pas loin de là, on a le Manhattan Bridge. Bon déjà qui nous a offert un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Les images se passent de commentaires. Et découvrir ce tableau à ciel ouvert de mes propres yeux, c'était aussi quelque chose qui m'a laissé sans voix. On peut aussi le voir en plan large quand les SOS Fantômes le traversent dans le film du même nom. On peut aussi découvrir sa zone piétonne dans Blue Valentine et où Ryan Gosling fait des trucs un peu dangereux. Et filmé en contre-plongée dans la pénombre dans Fisher King. Mais s'il y a bien un pont emblématique à New York, c'est le pont de Brooklyn. Il est le plus ancien pont suspendu des États-Unis et un des emblèmes de la ville de New York. Sa première apparition au cinéma date de 1896, et il la doit aux frères Lumière, qui appelèrent leur film Pont de Brooklyn. Parce que bon, pourquoi faire compliqué? Dans le cinéma récent, il est très souvent utilisé dans un contexte fantastique, et plutôt explosif. Les cinéastes ont tendance à le mettre en pièces. Dans Cloverfield, Je suis une légende, Deep Impact, et dans le Godzilla de 1998. En 2004, c'est La Chose des 4 Fantastiques qui en fait son lieu de prédilection, avant que toute la troupe ne s'y réunisse pour faire des trucs de super-héros. Il y a même un Transformers qui se pose dessus à un moment et qui casse tout. Je veux dire, le respect des monuments, il y en a plus quoi. Le Brooklyn Bridge, c'est un peu le repère des monstres en quelque sorte. Mais pas que. Bradley Cooper le traverse ivre dans Limitless, Keanu Reeves le traverse déterminé dans John Wick 2, Bruce Willis le traverse en civière dans Hudson Hawk, et Denzel Washington y joue son plus beau morceau de jazz. La force de New York réside dans son incroyable diversité, d'architecture, d'environnement, de quartiers et d'ethnie. New York, c'est le monde. On peut y voyager, changer de quartier et se sentir dépaysé. La ville doit sa grandeur à ces différentes vagues d'immigration européenne et du monde entier. Toutes ces personnes qui traversaient l'Atlantique dans l'espoir de trouver une vie meilleure étaient accueillies par une dame bien particulière. Je vais pas vous refaire l'histoire de cet incroyable monument. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au cinéma, elle a été représentée sous bien des formes. Elle est avant tout symbole de liberté, de rêve américain. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Dès sa première apparition au cinéma en 1917, dans L'Émigrant de Charlie Chaplin, elle apparaît comme un symbole d'espoir, avant que la réalité des personnages et leurs conditions ne les rattrapent. Dans Le Parrain 2, c'est la même chose. Vito Corleone la découvre avec optimisme. Elle lui fait face, elle l'accueille. Puis bien plus tard, c'est un tout autre regard qui lui porte. On l'aperçoit à peine, elle est floue, elle est de dos. Il sait à ce moment-là que l'espoir n'est qu'un leurre, et qu'il va devoir se débrouiller seul. Elle a aussi été un terrain de jeu pour l'action. Dans Saboteur d'Alfred Hitchcock en 1942, elle est le théâtre d'une course-poursuite à la fin du film qui se termine par la chute de l'antagoniste, dans une scène qui fait date de par ses effets spéciaux. Parce que oui, on pourrait en rire aujourd'hui, mais c'était incroyablement bien réalisé pour l'époque. On la retrouve également dans le climax du premier X-Men sorti en 2000, où les héros se battent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la statue. Et pour être monté tout en haut, je peux vous dire qu'il n'y a pas autant de place. En tout cas, la scène reste un pur plaisir régressif, encore aujourd'hui. Je veux dire, ça c'est magnifique. Dans Superman 4, elle est purement et simplement balancée sur les habitants de New York par le grand méchant, avant que Superman ne l'intercepte bien entendu, et la remette à sa place. Parce que oui, la Statue de la Liberté a aussi connu ses moments totalement décalés. Dans Cloverfield, la tête de la statue est balancée par un monstre sur Manhattan, dans un style found footage ultra prenant. Dans La Planète des Singes, en 1967, elle est partie prenante d'un des plans les plus iconiques du cinéma. Quand le héros la découvre échouée sur une plage, il prend conscience qu'il ne s'est pas écrasé sur une planète lointaine remplie de singes, mais bien sur Terre, quelques centaines d'années après l'avoir quittée.
Et pour finir, dans SOS Phantom 2, nos chers chasseurs de fantômes vont la recouvrir d'une sorte de blob afin qu'elle prenne vie et qu'elle les aide à déjouer les plans du maléfique Vigo. Oh, il me tarde de voir la gueule des gens quand on va accoster. Ça doit vraiment faire couler l'énergie positive de la ville. Et voilà, ce voyage à travers New York au cinéma touche à sa fin. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça aura été une magnifique expérience pour moi. C'est une ville qui abrite des lieux incroyables, des monuments étonnants, et qui jouit d'une atmosphère tout à fait unique. J'ai eu la chance de le vivre avec un ami très cher, qui m'a d'ailleurs aidé à confectionner cette vidéo, parce que oui, je me devais de partager ce voyage avec vous. Je voulais vous faire profiter de ce que cette cité a à offrir, et surtout sa proximité avec la grande histoire du cinéma américain. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage, merci pour votre soutien sans faille, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo, et quant à moi je vous dis à très bientôt sur Réservoir Vlog.